suis ravie de t'accueillir sur cette interview que nous avons intitulée J'ai un parcours non conventionnel et c'est une chance. Alors on va voir ensemble ce que ça veut dire pour toi, ce que ça peut vouloir dire aussi pour les personnes qui nous regardent ou qui nous écoutent. Le thème là, moi je trouve qu'il est très intéressant parce que c'est pas nouveau de remettre en question la primauté des diplômes sur ce qui va constituer la valeur plutôt intrinsèque d'une personne. Ça fait déjà pas mal d'années qu'on entend des discours un peu différents qui vont valoriser les compétences de vie, l'expérience, une pensée un peu différente que celle qui est uniquement conventionnelle. Il y a un constat toutefois, c'est que lorsqu'on n'a pas de diplôme classique ou un parcours classique, c'est quand même bien difficile de faire son trou dans le monde professionnel. Et puis, si on rajoute à ça quelques spécificités, ça pourrait être un handicap ou un fonctionnement atypique dans sa personnalité, on peut vite se sentir hors jeu sur le plan professionnel. Alors, avant de te donner la parole, Kevin, je tiens quand même à préciser que dans mon entreprise, chez Sens de Marque, j'ai pas du tout l'idée, loin de là même, de dénigrer la valeur des études, des diplômes ou de l'école. Loin de là, au contraire, je fais de la formation, puis je trouve que c'est essentiel de se former tout au long de sa vie et d'apprendre. C'est peut-être qu'il y a plutôt différentes voies pour apprendre et pour se former aussi. Je pense qu'il y a aussi des compétences qu'on aurait bien intérêt à inculquer plus que d'autres. Je te donne quelques exemples comme ça, et puis après tu me diras toi ce qui te parle. Je suis une grande littéraire, j'adorais la poésie, mais je pense que ça aurait été intéressant dans ma vie de partager ce temps d'apprentissage avec d'autres compétences telles que m'apprendre à gérer un budget d'entreprise, parce que quand j'ai lancé mon entreprise, c'est des notions que je n'avais absolument pas et ça m'aurait peut-être évité bien des déboires ou des questionnements. Après, il y a d'autres matières, elles sont toutes utiles. J'adorais la philo. La philo, ça m'a appris aussi à me poser les bonnes questions et à remettre en question certaines choses et aujourd'hui, c'est encore très utile dans mon métier de coach et de formatrice. Voilà, donc Kevin, moi ça m'intéresse beaucoup de découvrir ton parcours. Est-ce que tu veux bien nous parler un peu de toi, de ton parcours, de qui tu es, de ton expérience de vie et de ce domaine-là? Oui, alors merci pour ton partage. Moi, j'ai trois triptyques qui régissent un petit peu ma vie entre guillemets. J'ai effectivement le parcours non conventionnel, j'ai le handicap et plus de ça, j'ai le fait que initialement, je n'ai pas de diplôme. Donc, on va dire tout pour avoir des prédispositions entre guillemets pour réussir. Et puis en fait, j'ai commencé assez tôt à travailler. J'ai fait beaucoup de métiers différents. Je suis parti même dans la restauration à un moment donné. J'ai fait des métiers de plongeur, mon premier métier. Je nettoyais les toilettes chez Hippopotamus, etc. Enfin, beaucoup de missions différentes. Mais puis, bon, on apprend et les expériences se font. Les opportunités aussi. J'ai eu beaucoup de chance parce que je me suis pas laissé entendre à moi-même que parce que j'avais pas de diplôme et parce que j'avais un handicap, ma vie, entre guillemets, allait être réduite qu'à un travail. On dirait, on peut appeler un peu plus classique ou sur le chemin de la conformité collective, c'est-à-dire on sort des études et puis après on a tout de suite un emploi ou ce type de choses-là. Donc du coup, je me suis vite confronté et assez tôt au monde du travail, à ces problématiques, à ces enjeux aussi professionnels et personnels, parce que les choix qu'on fait, ou surtout même des fois dans les structures dans lesquelles on va pour travailler, sont des fois presque autant importants que les diplômes qu'on peut passer. En fait, c'est toute une question d'image, malheureusement. Et aussi, je pense, une question d'ego à un certain temps. Donc voilà un petit peu, j'ai fait beaucoup de choses. Pour faire un petit peu de la peinture de mes activités professionnelles, je suis passé du coup d'agent de nettoyage entre guillemets chez Hippopotamus. Je suis allé dans le commerce, j'ai travaillé pour Yves Saint Laurent, j'étais ambassadeur commercial pour Yves Saint Laurent. J'ai travaillé ensuite dans les assurances, j'ai fait aussi de la vente sur des meubles haut de gamme. Voilà, des choses qui à la base ne me sont pas prédestinées à un profil comme le mien. Parce que sur les fiches de poste proposées, des fois c'était Bac plus 4 ou un niveau d'anglais conséquent, où on demande un certain temps d'études, etc., ou même des Bac plus 2. Bon, alors qu'à la base, j'avais absolument rien. Et en fait, généralement, les postes dans lesquels j'ai été pris, c'est bien souvent dès le premier ou deuxième entretien que je l'ai su. C'était pas des processus à rallonge sur 6 ou 7, alors qu'à la base, j'étais pas, j'avais pas de bac ni rien du tout. Mais c'est juste la volonté, je pense, qui a fait que. Et chose qu'on apprend beaucoup quand on a ces trois choses-là, hein, handicap, pas de diplôme et avoir un comportement un petit peu atypique, c'est que en fait, vu qu'on n'est pas trop dans la conformité, des fois on peut faire peur, mais des fois ça intrigue et on se dit peut-être la route qui prend ou le cheminement intellectuel qu'il a, ça peut être utile ou intéressant.
Donc, on va écouter. Ça a été beaucoup utile dans ma vie professionnelle parce que, par exemple, quand je suis arrivé dans un magasin de meubles, d'intérieurs, au départ, c'était pour une semaine. Et puis, en fait, ça a été reprolongé. J'ai travaillé plusieurs mois là-bas. Alors, là-bas, c'était un contrat d'une semaine. À savoir que la fiche de poste à l'époque, c'était Bac+4, sortie d'école de commerce, parler couramment anglais et bien évidemment le français, avoir un certain niveau de relationnel. Mais ils avaient vraiment mis l'accent sur les capacités intégrées, entre guillemets, sur la réactivité. Et ce que je trouvais intéressant, c'est pour ça que j'ai postulé, c'est qu'en fait, ils ont marqué votre savoir-être fera la différence. Et en fait, à ce moment-là, moi, j'avais pas de bac du tout, aucun diplôme, rien. Et je me suis dit, mais je vais quand même jouer sur cet aspect savoir-être parce que je pense que ça peut, des fois, on a ce qu'on appelle des soft skills. Et moi, j'utilise beaucoup certains biais que je peux avoir dans les relations humaines. Et donc, ça m'a servi pendant l'entretien parce que la personne m'a aucunement parlé pendant l'entretien des diplômes. L'entretien a duré une demi-heure et le lendemain, j'ai eu un appel en disant que j'étais pris et je commençais le jeudi alors que mon entretien se faisait le mardi. Et quand j'ai annoncé ça autour de moi, on m'a dit mais la grande question c'était comment t'as fait? Oui. C'est pas possible. Alors comment tu as fait? C'est pas possible. Comment j'ai fait? Je pense qu'en fait c'est une question de volonté et encore plus loin, je pense que c'est une question de résilience. Pendant tout le long de ma carrière professionnelle et celle que je vais construire après, j'apprends la notion de ce qu'on appelle avoir une mentalité antifragile. Oui. Alors attention, c'est pas dénigrant pour les personnes qui nous écoutent. C'est un concept. La notion d'antifragile pour les personnes qui ne savent pas. Si je prends mon portable et que je le fais tomber, il se casse pas, on va dire qu'il est robuste. Oui. Si je prends mon téléphone et qu'il se casse, on va dire qu'il est fragile. Mais dans le cas où je prendrais mon téléphone pour le faire tomber et puis la fois d'après, je le reprends pour le faire tomber de plus haut en étant sûr qu'il ne se casse pas, ça, c'est la notion d'antifragile. Et je trouve que ça a une bonne connotation avec la notion aussi de résilience. Et je pense que ça fait que, effectivement, à certains moments, j'étais assez sûr de ce que je disais pour que les gens me disent « Ah, finalement, il a peut-être pas les diplômes, mais bon, on peut quand même jouer sur cette personne-là pour développer certaines choses. » Et c'est ce qui a fait qu'effectivement, j'ai été pris dans différents types de structures. Si j'entends ce que tu dis aussi, il y a donc ta personnalité, ce que toi tu as développé de par ton parcours. D'ailleurs, certainement pas que professionnel, ça a commencé depuis ton enfance. Hein. Il y a aussi l'autre, par exemple, en l'occurrence ici, le recruteur. Est-ce que tu as vu des différences entre des personnes qui avaient une certaine ouverture et d'autres où des portes se sont carrément fermées parce que tu n'avais pas ce parcours conventionnel ? Oui, il y avait des personnes qui ne prenaient pas la peine de prendre ma candidature en compte parce que j'avais pas un parcours conventionnel ni les diplômes adéquats. Donc, ils m'écartaient tout de suite du processus. Le plus dérangeant, selon moi, ça a été quand, plusieurs fois, ça m'est arrivé, j'expliquais un petit peu mon parcours professionnel ainsi qu'un petit peu les difficultés liées à mon handicap. Et plusieurs fois, j'ai des recruteurs qui m'ont droit dans les yeux dit écoutez, monsieur Courbet, c'est bien, vous avez des belles expériences, mais nous, on peut pas se permettre de prendre des personnes comme vous dans notre structure. Parce que ça va ralentir notre équipe, ça va ralentir notre production. Voilà, donc du coup, on peut pas se permettre. Quand on prend ce type d'argument face à face, c'est vrai que c'est un peu compliqué de répondre parce que bon, on se dit finalement, nous, on n'y est pour rien, on est juste tributaire de quelque chose et c'est pas nous qui l'avons choisi. Mais je pense que avec le recul, des fois, il faut se dire, est-ce que finalement, l'échange qu'on a eu avec la personne en face, des fois, ça peut être un petit peu biaisé dans le sens où le recruteur qu'on a en face a une certaine vision ou un certain spectre de vision sur la vie. Et du coup, peut-être que, vu que cette personne-là, elle a fait des études, Bac+3, Bac+4, qu'après, elle a eu directement un poste en CDI, puis après, 10 ans après, elle est devenue responsable des ressources humaines. Quand elle arrive avec une personne qui a à peu près 5-6 ans de différence, qui n'a pas eu de bac, et qui postule à des postes à peu près similaires. Dans la tête, il y a une confrontation intellectuelle qui fait que comment c'est possible? Cette personne, dans son intérieur, voit tous les efforts qu'il a fournis, scolairement parlant, parce que bien sûr, les écoles, des fois, c'est très très dur, hein. Je dénigre absolument pas, c'est très très compliqué. Donc, elle voit tous les efforts fournis, et puis elle se dit comment, sans avoir fait tous ces efforts, cette personne peut arriver au même niveau que moi. Oui. Et donc, des fois, on joue là-dessus en disant bon bah du coup non, votre profil ne correspond pas, alors qu'en fait c'est juste une question de biais cognitif parce que la personne, son schéma mental et de réflexion, elle se dit, elle refuse de se dire tout ce que j'ai fait finalement, est-ce que ça a servi vraiment à quelque chose? Élargir son cadre de référence, c'est ça. Un exercice qui n'est pas facile évidemment. Dans quelles circonstances de ta vie est-ce que avoir des diplômes plus classiques
aurait pu t'aider. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que déjà c'est le cas? Est-ce que ça aurait pu t'aider parfois? Et dans quelles circonstances? Ça aurait pu m'aider, oui. Pas au début de ma carrière parce que vu que moi j'ai été déscolarisé jeune, j'avais 16 ans, en fait c'est l'expérience un petit peu qui a primé sur certains postes, c'est la savorette de ce que les recruteurs recherchaient, mais c'est plus sur l'aspect, je dirais, petit peu plus lointain parce que quand aujourd'hui j'arrive à l'époque quand j'avais 24 ans, 25 ans, j'avais un certain nombre d'années d'expérience et puis j'ai travaillé dans de belles structures, donc du coup pour moi j'étais légitime d'occuper un certain type de poste et en fait on ne me prend pas des fois parce que effectivement, donc ça c'est un frein sur certains points, c'est un frein. Dans certaines entreprises, si je veux travailler dans un grand groupe, c'est un frein. Si là, par exemple, je voulais reprendre des études pour passer à un step supérieur, c'est un frein également. Même sur des fois sur des formations qui sont reconnues ou certifiantes, ça l'est aussi. Donc c'est vrai que ne pas avoir de diplôme, ça peut avoir des fois certains avantages, mais ça peut aussi avoir ses inconvénients. Mais il faut savoir toujours avoir l'équilibre et se dire bon, je connais les désavantages, mais les avantages qu'on peut y avoir derrière sont des fois extrêmement intéressants. Sachant qu'en plus en France, on a des dispositifs comme la VAE, la validation des acquis d'expérience, qui peuvent être intéressants parce que ça permet de valoriser le parcours alors qu'on n'a pas eu les diplômes. C'est ça. Ce qui peut être à envisager. Tu parlais de résilience, tu parlais de volonté. Il y a quand même certainement une dose aussi de confiance en toi, j'imagine. Enfin, tu nous le diras. Comment est-ce que tu fais pour ne pas te sentir lésé par ce manque de diplôme et pour te projeter dans cet état d'esprit-là? En fait, ça, c'est depuis un certain temps. Mon état d'esprit, il est né, ou je l'ai acquis directement grâce à mon handicap. Parce que j'ai mis 17 ans à savoir écrire droit sur une ligne correctement, puis quelques années aussi pour pouvoir ne serait-ce que voir les nuages en 3D par exemple ou en relief. Et donc, des fois, quand on n'a pas quelque chose et qu'on se bat pendant des années, finalement, on change de vision et on essaie de se dire bon, il y a peut-être autre chose. Il y a une certaine relativisation des choses parce que je suis pas le plus à plaindre, au contraire. Et puis, en fait, il y a quelque chose que je mets beaucoup en parallèle, notamment par rapport à ce qu'on appelle la confiance en soi. Moi, je pense que c'est pas réellement une confiance en moi, c'est plus une connaissance. Je pense qu'en fait, la confiance en soi, c'est un grand thème, mais en fait, on a confiance parce que on a la connaissance de qui on est, parce que si on sait comment on réagit dans telle ou telle situation, on peut l'aborder plus sereinement et donc plus confiant que si on n'avait jamais été face à ce type de circonstances-là ou d'action. Une personne qui a peur de passer des entretiens, c'est sûr que les 10, 15, 30 premiers entretiens, elle va être vraiment dans le stress. Et puis, sur le long terme, finalement, ça va changer. Il y aura toujours cette peur, parce qu'effectivement, on est toujours un petit peu, on a toujours un appréhende un petit peu. Mais en fait, c'est plus trop une peur, mais c'est plus un stress de réussite. Mais voilà, je pense que c'est plus ta connaissance. Au bout d'un moment, je pense que les gens sont extrêmement adaptables. Des fois, ça ne rend pas forcément compte. On change d'environnement, tout ce qui est la géopolitique, tout ce qui est la météo, voilà, toutes ces choses-là, les grandes migrations, tout ça. L'être humain s'adapte, quoi qu'il se passe. Donc, finalement, on se dit au bout d'un moment, est-ce que vraiment, à force d'être face tout le temps à la même situation, à quoi ça sert de stresser ou à quoi ça sert de pas être confiant? Une personne qui a peur de parler en public, c'est sûr que déjà les petits pas, comme par exemple à l'école, les élèves, une personne qui a peur de parler en public, ne serait-ce que déjà que de lever la main en cours pour poser une question, ça c'est déjà quelque chose d'incroyable. Et puis peut-être que si cette personne-là joue sur le long terme, lever la main en public, puis après aller demander le pain, et puis après long terme, la personne 10 ans après, ça se trouve, elle peut être maître de conférence ou faire des choses incroyables. Oui, d'ailleurs, il y a des études qui ont été faites qui prouvent qu'on peut tous devenir un expert ou un virtuose dans l'art ou domaine de son choix. Simplement, c'est une question aussi d'objectif. Par exemple, si tu veux devenir un grand joueur d'échecs, peut-être que c'est pas ton objectif de devenir Kasparov, hein, mais si pendant une période de 10 ans, tu travailles d'arrache-pied pour jouer aux échecs, tu peux devenir aussi bon que le meilleur. Simplement, c'est vraiment une notion d'objectif, donc ça renvoie aussi à qu'est-ce que je veux? Et peut-être que là, je te rejoins sur la notion de connaissance de soi. Bah, si je me connais bien, je sais aussi vers quoi je veux aller. Alors, c'est pas forcément défini, mais je vais travailler dans un sens déterminé.
Et ça, je pense que c'est quelque chose que toi, tu tiens. Alors, est-ce que tu sais d'ailleurs quels sont tes objectifs aujourd'hui? Alors, mes objectifs, j'en ai plusieurs. Ouais. Ils sont professionnels et personnels. Parce que moi, je mêle les deux. Des fois, bien souvent, les gens disent qu'il ne faut jamais mêler le pro et le perso. Moi, je pense que c'est intrinsèquement lié. Oui. Je respecte Euh, toi. Parce que si une personne dit j'arrive à faire la distinction entre chez moi et le travail, c'est soit que son travail, malheureusement, ça lui convient pas, soit ça lui plaît pas, soit elle le fait pour une raison type travail alimentaire. Parce qu'à partir du moment où on aime ce qu'on fait, forcément, on s'implique. Et quand on s'applique dans quelque chose, même le dimanche, on y pense. Donc, du coup, je pense que le premier objectif de ma vie, c'est l'épanouissement personnel, peu importe les circonstances, ce qui se passe autour de moi, peu importe, voilà. Le plus important, c'est la connaissance de qui je suis. C'est très important. Avec les réseaux sociaux aujourd'hui, on est tellement déconnecté de tout que des fois, on est déconnecté de nos sentiments, de nos émotions. Et du coup, on ne sait pas trop qui on est vraiment. Et puis après, on joue sur des biais où effectivement, on est dans le jugement des autres sur certains points. Et je trouve ça assez triste. Donc moi, je veux à tout prix éviter ça. Je ne veux pas tomber du tout dans ce schéma. Les autres, ils font ce qu'ils veulent. Si ça les inspire, c'est tant mieux et c'est très bien. Et il faut que chaque personne trouve ce qui l'inspire. Mais moi, je veux m'épanouir personnellement. Je suis toujours dans une quête de construire mon intellect, de construire qui je suis, de construire pas forcément mon image de ce que les autres pensent de moi, mais plus quelle est mon image de moi-même. Oui. Parce qu'au final, à la fin, la dernière minute de ma vie, je serai face à moi et puis je me dirai, bon, quelle est la dernière image que j'aurai de moi le jour où je partirai? C'est ça la chose la plus importante. Après, effectivement, professionnellement, j'ai un objectif qui est justement de faire prendre conscience à un maximum de gens que, en fait, on est un petit peu tous enfermés dans une matrice. Un peu comme les films Matrix, justement, qui parlent de ça, qui expliquent voilà, qu'il y a différentes dimensions, entre guillemets. Et en fait, on est un peu tous dans une seule et même matrice. Et des fois, quand on est justement issu d'un parcours qui n'est pas conventionnel, on est dans une autre matrice. Et donc, quand ces choses-là se confrontent, les personnes qui sont au plus grand nombre se disent mais c'est pas normal. C'est un petit peu comme une histoire de l'homme et de la caverne. Les gens dessinent dans la caverne, etc., sur les murs, et puis ils expliquent un petit peu ce qu'il y a à l'extérieur. Et eux, ils ont qu'une vision de ce qui se passe dans la caverne et pas ce qui se passe à l'extérieur. Et un jour, il y a une personne qui dit moi, je vais aller un peu voir ce qui se passe à l'extérieur. Et puis les autres, ils se mettaient fous. Pourquoi ça fait tant d'années qu'on est dans ce système? Ça va très bien, pourquoi tu vas aller ailleurs? Esprit de conformité et de différence qu'on retrouve aussi aujourd'hui. Et puis, c'est bizarre que tu ailles là-bas. Bon. Et puis finalement, la personne s'en va, et puis elle voit de la lumière au bout de la grotte, et puis elle sort. Et là, elle voit quelque chose qui n'a rien à voir avec ce qui était dessiné sur les murs. Elle se dit, ah, mais en fait, c'est ça. Et donc, elle redescend, et finalement, elle raconte ce qu'elle a vu. Et les gens qui étaient dans cette caverne étaient tellement persuadés que cette personne-là était folle, etc., qui sont jamais sortis de la caverne. Mais la personne qui est sortie, elle a vu la lumière. La vraie question, c'est est-ce que nous, on veut voir la lumière? Parce que finalement, on est bien dans notre caverne. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est intrinsèquement lié avec nous et l'esprit humain aujourd'hui sur plein de thèmes. Ouais, merci, c'est une très très jolie illustration, merci beaucoup. Maintenant, on imagine une personne qui nous regarde, qui nous écoute et qui se dit waouh, c'est chouette ce que dit Kevin. N'empêche que moi, j'ai du mal à trouver un travail, j'ai pas particulièrement de diplôme et ou j'ai un handicap ou quelque chose qui me freine. Ça peut être aussi d'autres situations, hein. Je pense particulièrement, je sais pas, un parent solo qui arrive pas à s'en sortir pour trouver un travail parce qu'une charge de famille, parce que cette personne se dit moi j'aimerais bien sortir de ma caverne mais concrètement je trouve pas de moyen de le faire. Quelle serait ta vision ou ton conseil si tu as quelque chose à nous partager? Je pense qu'il faut libérer son esprit. En fait, avant même de vouloir changer sa condition sociale, parce que finalement c'est ça, il faut libérer son esprit. Enfin, il faudrait être dans une réflexion de dire, faire le listing, qu'est-ce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui ne va pas, ou qu'est-ce qui ne me convient pas, et rentrer dans une projection de dire qu'est-ce que j'aimerais. Déjà là, quand on fait ça, on rentre dans un schéma proactif quand on va de je subis entre guillemets l'action, ma vie, je subis ce qui se passe, et puis tous les jours je suis avec mes collègues et puis je me plains de ma situation. Là, on valide, en fait, inconsciemment, le fait que notre situation elle est comme ça. Parce qu'on le valide à soi-même, parce qu'on en parle, et parler de la pensée au verbal, c'est valider quelque chose. Et puis ensuite, on le valide aussi socialement, parce que du coup, on en parle aux gens, et du coup, les gens nous renvoient ce que nous, on leur dit. Donc finalement, ça
il y a une double validation de ce qu'on pense, et donc les gens restent bloqués. Donc je pense que déjà, c'est changer de discours, ne serait-ce que le discours. Dire, ok, aujourd'hui, bon, j'ai un handicap, j'ai pas de travail, je suis au chômage, ou c'est compliqué, j'ai pas de diplôme. D'accord, qu'est-ce qu'il peut faire que ça change? Où je peux commencer? À partir de là, la personne, elle va rentrer inconsciemment dans un schéma d'être actif, et donc elle va, même des fois indirectement, se dire, ah bah peut-être que je pourrais faire ça, ou ah bah peut-être que je pourrais faire ça. Et donc, déjà ça, c'est un chemin de réflexion. Mais le plus important à entendre, c'est qu'il faut jouer long terme. Quand moi j'ai démarré, j'avais 16 ans, j'avais pas de diplôme, rien du tout. Je me suis pas dit dans 2 ans, je veux avoir un super poste incroyable, parce qu'on a l'habitude de vouloir tout de suite. Et surtout aujourd'hui, c'est encore plus validé avec les réseaux sociaux et tout ça. Mais jouer long terme, c'est plus intéressant, parce que jouer long terme sur 10 ans ou 5 ans, ça nous permet après d'être plus serein sur le reste. Donc déjà, se dire, ok, les objectifs que je vais me fixer, c'est peut-être pas sur 2 ans, c'est peut-être pas sur 3 ans, mais à 5-10 ans, ces objectifs-là, je veux les atteindre. Après, passer la barrière du handicap, il y en a qui sont beaucoup plus lourds que d'autres, et ça, j'ai pas la clé miracle pour que les gens se sentent mieux avec leur handicap. Moi, tout ce que je sais, et le fait pour laquelle moi je suis très à l'aise d'en parler, c'est qu'effectivement, moi, je me suis fait suivre pendant un temps pour justement rentrer dans l'acceptation de ce handicap, parce que j'ai compris qu'à partir du moment où moi je l'acceptais, je disais ok, c'est d'accord, c'est ok d'avoir des fois des incapacités sur certaines choses, des choses qui des fois sont des fois compliquées à intégrer. Et ben j'étais plus à l'aise après en société ou avec d'autres personnes pour en parler. Et du coup, vu qu'on est plus à l'aise, on en parle mieux parce qu'il n'y a plus de gêne. Et vu qu'on en parle mieux, des fois dans les entreprises, il y a une meilleure compréhension de notre problématique. Et donc, on peut avoir des meilleurs aménagements. Je prends un exemple. La dernière entreprise dans laquelle j'ai travaillé, dès le départ, je leur ai expliqué ma problématique. Ils m'ont donné un PC un petit peu plus grand. Et puis, ils ont été hyper bienveillants parce que ils ont carrément des fois adapté un reporting ou un logiciel Excel à ma façon de fonctionner. Alors qu'ils n'étaient pas obligés. Hein. Mais 5 ou 6 personnes se sont adaptées à moi, alors qu'à la base, j'étais là pour un petit temps dans la structure. Mais ils se sont adaptés et j'ai trouvé ça incroyable. J'aurais eu cette même situation il y a 4-5 ans, j'aurais pas, ne serait-ce qu'été pris, parce que mon handicap m'aurait moi-même mis un blocage en disant bah, tu peux pas le faire. Et donc, du coup, le fait d'avoir été suivi, d'avoir pris conscience, de comprendre ma problématique, d'avoir mis des mots sur mon handicap, ça m'a permis déjà de passer une étape supérieure et de dire ok, bon, bah maintenant, ça, et ça, c'est le plus beau cadeau que les gens puissent se faire. C'est formidable ce que tu nous dis là et moi ça me fait écho parce que en coaching j'accompagne des personnes qui, au-delà des notions juste de handicap, vont sentir qu'ils ont une particularité, une différence, un fonctionnement, qui ont le sentiment de ne pas rentrer dans les cases. Alors il n'y a pas de cases à vrai dire, mais en tout cas de ne pas rentrer dans la conformité. Et si on extrapole ton discours, si chacun avait une bonne connaissance ou une meilleure connaissance de soi, savait dire en quoi il fonctionne différemment peut-être des autres, l'acceptation du groupe serait certainement facilitée. Je sais pas si tu suis mon idée. Oui. Par exemple, je pense notamment aux personnes qui ont un quotient intellectuel ou émotionnel particulièrement différent, élevé, ou peu importe, hein, les quotas à la limite, j'ai envie de te dire, on s'en moque, mais dire voilà, moi je fonctionne plus comme ça, ne le prends pas mal si par exemple je te réponds de manière assez abrupte, je suis pas méchant, je t'en veux pas, je fonctionne peut-être comme ça, et mettre des mots sur son fonctionnement, ça aide les autres à mieux connaître et donc à traiter. Effectivement. Oui, c'est très important parce qu'en fait, on est tous bloqués par des systèmes de conformité qui, du coup, biaisent l'authenticité de chaque personne. En fait, ça, c'est pas d'hier, ça date pas d'hier, ça date d'il y a très très longtemps. Quand on n'était pas d'accord avec le groupe et qu'on était exclu du groupe, à cette époque-là, si on était exclu du groupe, on était mort. Parce que tout seul, on peut pas chasser, ou c'est très compliqué, on peut pas survivre. On est tout seul en plein hiver, faut manger, comment on fait, c'est très compliqué. Donc on meurt. Et en fait, nous, on est issus des gens qui sont restés dans le groupe. Et ça, il faut l'intérioriser et le comprendre, c'est que on a peur déjà, inconsciemment, déjà dans notre tête, on a peur d'être exclu du groupe. Et c'est la plus grande peur sociale. Et les réseaux sociaux marchent très bien dans ce sens, parce que quand moi, j'annonce que je quitte les réseaux sociaux et que je suis plus sur Instagram et que je suis plus nulle part, la première chose qu'on me dit, c'est « Ah, mais comment tu fais ? Parce que du coup, t'existes plus finalement. » C'est là où ça joue sur un facteur émotionnel, relationnel. Mais non, il y a plein de choses qui font que je suis toujours là. Et je suis pas mort de plus utiliser ces réseaux-là. Au contraire,
Oui. Et puis, je pense que quand on est dans un groupe, c'est important de se positionner et c'est important de composer, pas toujours être moi d'abord ou moi j'ai raison et les autres aller voir là-bas si j'y suis. Mais c'est bien aussi de donner son opinion parce que du coup, ça permet aux autres de s'aligner ou de savoir comment vous fonctionnez. Et donc, ça peut éviter des fois pas mal de problèmes. Et c'est vrai que la notion de groupe, elle est très importante parce que finalement, nous, si on dézoome un petit peu, on fait aussi partie de l'espèce animale et on a peut-être les mêmes façons de fonctionner hiérarchiquement que certains animaux. Des fois, on a des prétentions de dire tu veux pas faire partie de notre groupe parce que, par exemple, tu as un handicap, parce que tu n'as pas de diplôme, parce que... Mais c'est des pouvoirs qu'on se donne qui, à la base, ne nous appartiennent même pas. Et quand on arrive à sortir de tout ça, pour reprendre ta question de tout à l'heure, on se dit finalement, on a une carte à jouer parce que justement, on est différent et on peut éveiller les personnes qui sont autour de nous à cette chose-là. Plus se dire, bah, on est différent, donc on a un problème, ou on est mis de côté parce qu'on est différent ou on est atypique. Mais je suis atypique, je suis différent, j'ai un handicap. Ah, bah, du coup, je peux montrer aux autres que c'était possible différemment. D'accord. Et en fait, ça change intrinsèquement la philosophie. Et ça change intrinsèquement notre façon de vivre avec les autres. C'est un joli paradigme et c'est vrai que c'est quelque chose, c'est un message qui pourrait être dupliqué à pas mal de personnes qui en auraient bien besoin. Encore quelques questions à se soulever. Est-ce que tu penses ou tu as le sentiment que les personnes qui sont déjà, alors d'emblée, soit touchées par un handicap ou quelque chose une particularité, ça peut être physique ou cognitif, est-ce que tu penses que ces personnes-là vont être plus sujettes à des parcours non conventionnels ou est-ce que tu as, dans ton expérience, eu l'impression de rencontrer des personnes avec des parcours non conventionnels? Alors quand je dis non conventionnel, ça peut être pas de diplôme ou tu as un parcours vraiment qui rentre pas dans une certaine norme. Est-ce que tu penses que déjà on a des cartes qui font que ça va nous éloigner du conventionnel lorsqu'on a un handicap ou quelque chose de la sorte? Je pense que quand on a un handicap, on est d'office, je ne vais pas dire différent, mais on a une particularité qui est la vision qu'on a du monde, qui est différente, forcément. Parce qu'on doit composer avec notre handicap. Une personne qui est malheureusement sur un fauteuil roulant doit composer avec son environnement parce qu'il est en fauteuil roulant. Donc, il ne va pas forcément faire appel aux mêmes mémoires que certaines autres personnes, mais il va développer d'autres facultés qui sont des fois bien plus extraordinaires que des personnes qui n'en ont pas. Les personnes qui n'ont pas forcément la vue, par exemple, qui sont totalement aveugles. J'ai eu le cas ce week-end. Personne dans le métro, qui était seule, aveugle, avec son bâton pour se repérer. Elle a réussi à se repérer dans le métro, sans une aide quelconque. Et j'ai dit, c'est incroyable, incroyable. Parce que je pense qu'il y a une faculté, il y a d'autres choses qui se jouent. Quand on a un handicap, on n'est pas conventionnel. On rentre pas dans le conventionnel, c'est pas possible. Parce que à partir du moment où on a un handicap, la société nous met dans une case en disant, bon, il y a un handicap. Donc, en fait, c'est biaisé parce que les gens, dès qu'on parle de handicap, soit ils vont être dans le jugement, soit ils vont dans la compassion. Ouais. Mais il n'y a jamais de juste milieu. Et puis, des fois, les personnes qui sont le plus dures avec cette personne-là, je peux en témoigner, c'est aussi notre entourage. Parce qu'il y a de la compréhension. Et il faut se détacher de ça. Moi, plusieurs fois, on m'a dit, mon entourage, ah ouais, mais pourquoi tu gardes pas forcément tes travails, les emplois que tu prends, tu les gardes pas longtemps? Et parce que moi, je dois composer avec mon handicap. Et en fait, ces gens-là qui, eux, n'ont pas ce type de problématique, sont dans leur vision. Mais je peux pas leur en vouloir, en fait. Parce que c'est ce qu'ils voient de leur vie depuis qu'ils sont petits. Mais moi, je vois différemment depuis que je suis petit. Ma vision du monde est différente. Chaque handicap, chaque personne en situation de handicap a une vision et un éclaircissement sur la vie qui est différent. Mais des fois, les personnes bien plus sages et les personnes bien plus tolérantes sont les personnes qui sont issues d'un handicap ou issues de choses qui sont de précarité ou de type de choses-là. Plein d'exemples font que y a des personnes qui, des fois, viennent de la misère totale et qui s'en sortent à être directeurs ou chefs d'entreprise et qui ont des success stories incroyables. Mais les gens aiment bien parler de leur success story en disant « Ouais, il a fait ça, cette structure », et ils ne parlent pas d'avant. Oui. Parce que la personne qui est chef d'entreprise à 33 ans, qui pèse des millions, ça fait 5 ans que sa boîte elle existe. Et si la personne elle est issue de la précarité, ce que les gens disent pas, c'est que ça fait peut-être depuis ses 18 ans que la personne elle travaille et elle y va et elle y va. Ouais. Et ça, personne le dit. Ouais. Parce que c'est pas conforme en fait. Parce que c'est pas conforme. Dernière question, Kevin. On va inverser les choses parce qu'on a aussi du public qui nous écoute qui a un parcours plus classique avec des diplômes, oui. Voilà, et qui se dit bon bah moi j'ai un parcours classique, mais j'aimerais bien aussi valoriser finalement la personne que je suis parce que c'est pas parce que je suis estampillée, j'ai des diplômes que je ne suis que ça parce que je suis une personne. Comment est-ce qu'une personne qui
Qu'un parcours plus classique, plus conventionnel, pourrait aussi puiser de ton exemple, de ton expérience, de ton témoignage pour valoriser la personne qu'elle est. Je pense que c'est même des fois plus compliqué pour des personnes comme celle-ci. Parce qu'en fait, notre système éducatif, c'est un avis qui m'engage que moi, c'est un grand formatage dans le sens où l'école est basée sur l'industrialisation. En fait, une école, c'est un petit peu comme une usine parce que depuis 1950, ça fonctionne comme ça. Les élèves commencent entre 8h30 et 9h30. Ils terminent entre 17h30 et 18h, les horaires d'usine. Ils ont une sonnerie pour effectivement manger, pour prendre une pause, etc. Exactement ce qu'on peut retrouver quand on travaille à l'usine. Et en fait, ce système-là est fait pour formater les personnes. Je pense que c'est le même conseil que d'autres, hein, c'est-à-dire qu'il faut libérer son esprit, mais il faut en plus de ça, pour eux, c'est encore plus compliqué. C'est de se dire, ce qu'on m'a appris, c'est bien, mais maintenant, il faut déconstruire ce que j'ai appris. Parce que du coup, on m'a appris qu'il faut suivre les règles. On m'a appris que la notation, c'est important. Mais en fait, la notation, les notes par exemple, les personnes qui ont fait beaucoup d'études parlent beaucoup, non pas en qualitatif, mais avec des métriques. Les gens qui parlent avec des métriques, c'est des personnes qui ont bien souvent suivi beaucoup d'années d'études et qui ne parlent que par les chiffres et par la notation, parce que pour eux, c'est comme ça qu'ils évaluaient leur connaissance. Mais en fait, ce qui rend riche la connaissance, c'est pas la notation, c'est la correction. Une personne qui va être corrigée 5 fois ou 10 fois par jour, sera beaucoup moins efficace qu'une personne qui va être corrigée 5 à 10 fois toutes les 5 minutes. Ouais. Parce que au plus on est corrigé, au plus on apprend. Et en fait, la notation, beaucoup de gens pensent que la notation fait preuve d'exemple. Mais en fait, non. On peut différencier la notation de la correction, selon moi. Et il faut que les gens arrivent à se dire, OK, peut-être que je vais être confronté à des situations complexes, je vais être confronté à des situations un petit peu différentes. Et puis, dans le monde de l'entreprise, c'est pas forcément comme à l'école, même si on y retrouve certains thèmes. Moi, je suis des fois allé dans des entreprises où des fois les managers donnaient des bons points. Alors ça, c'est toujours, ça m'a toujours fait rire. J'ai jamais fait de grandes études, mais on avait un cahier ou un tableau et en fait, on avait des bons points. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'une personne suivait le processus, avait suivi le processus entre guillemets à la lettre, et puis avait eu des bons résultats, la personne avait un bon point. Et du coup, à chaque fois, elle était récompensée par un croissant ou des choses comme ça la semaine. Et je trouvais ça assez ironique parce que du coup, ça ne valorise pas forcément le travail, ça le systémise. Et en fait, il faut que ces personnes-là comprennent que la plupart des entreprises fonctionnent comme une bureaucratie et l'école forme des gens pour être dans ces systèmes-là. Et ce système-là, c'est quoi? On préfère que ça échoue avec la méthode plutôt que ça réussisse avec quelque chose de différent. Quand on sort des grandes études, généralement, les gens, ils prennent un an d'année sabbatique. Soit ils voyagent, soit s'ils n'ont pas forcément les moyens, ils font une pause parce que des années d'études assis sur une chaise, c'est quand même très long. Ils font une pause ou sinon ils se lancent directement en fonction de leurs moyens dans la vie active. Du coup, ils se posent pas forcément la question, qu'est-ce que j'aime moi vraiment, réellement? Je pense que c'est important. Se dire, bon, j'ai fait toutes ces années d'études, pourquoi? Qu'est-ce que j'ai envie? Est-ce que j'ai envie de continuer dans ce schéma-là? Parce que des fois, il y a des gens, ils font 5 ans d'études parce que leurs parents ont dit que, ou parce que socialement, c'est bien. Mais non, des fois, ce qui est bien pour quelqu'un, ça n'est pas pour l'autre. Et les gens sont très fermés à ça. Ils sont très fermés au changement. Donc, je pense que le meilleur conseil, c'est libérez-vous. Si vous voulez faire quelque chose, faites-le. Essayez. On ne sait pas. Peut-être que ça va marcher, peut-être pas. Mais il n'y a pas de notion d'échec. Parce que si vous avez tenté, vous avez essayé. Même si vous avez échoué, au moins, comme on l'a dit au départ, vous développerez une antifragilité. Vous serez meilleur dans ce que vous ferez. C'est pas forcément le résultat sur les 3 premiers mois qui sont importants. Ça fait plus de 10 ans que j'ai arrêté l'école. Moi, aujourd'hui, je me dis, je suis encore à la recherche d'un emploi parce que j'ai beaucoup changé. Mais c'est une liberté que j'ai, des fois aussi. De me dire, j'ai la possibilité de. Et les gens sont trop dans l'esprit de dire, il faut travailler. Parce que travailler, c'est important. Oui, travailler, c'est important. Et si on prend l'étymologie du terme travailler, l'étymologie du terme travailler en latin, ça veut dire instrument de torture. Et c'est un instrument de torture qui est lié à la souffrance. Et donc, dans la conformité des gens ils disent c'est important d'aller travailler. Oui. Et la plupart des gens, quand ils vont travailler en disant tous les jours, moi j'ai rencontré des gens, c'est dur, j'aime pas mon travail, il faut que j'y aille, c'est compliqué mais j'y vais quand même. Mais non, si on n'aime pas quelque chose, pourquoi on va le faire 8 heures par jour? De nos 0 à nos 85 ans, on a 31 000 jours à vivre sur Terre, on va passer la moitié limite à dormir parce qu'il faut bien qu'on se repose. Et puis, comment on fait en fait pour s'épanouir et pour vivre pleinement notre vie? Libérez-vous, c'est ça le message. Et tu vois, c'est très, très amusant parce qu'on enregistre cette vidéo un lundi matin et il y a quelque chose qui m'a toujours fait
un peu grincé, c'est lorsqu'on dit pour le lundi matin courage. Comme si, Ouais, allez, courage, remobilise-toi. Et tu vois, moi, il y a un message vraiment que j'ai envie de faire passer dans les entreprises ou auprès de mes publics différents. C'est le Monday Smile, quoi. C'est c'est lundi, ça. tout est possible, on Mais commence une semaine. Mais c'est ça, et puis en plus, le pire, c'est que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on enlève beaucoup aux gens la notion de jeu et d'amusement. Il Oui, faut tout le temps être sérieux. En fait, dans la nature, et ça, c'est typiquement un exemple limpide, la nature apprend par le jeu. Des bébés tigres, pour se défendre, etc., ils apprennent par le jeu. Au début, ils s'amusent entre eux, ils s'apprennent à se battre. Machin. La nature apprend toujours par le jeu. Et nous, on exclut ça. Comme si nous, on faisait pas partie de la nature finalement, parce que on a un intellect, mais c'est que l'intellect, notre intellect, qu'on juge nous supérieur. On s'adapte pas. On se met sans vêtements dans le pôle sud, on survit pas. C'est pas possible. On n'est pas fait pour ça. Et donc, on n'a pas l'intelligence suprême. Mais je pense que les gens oublient bien souvent que s'ils sont épanouis, ils seront déjà moins stressés. Et puis, une personne épanouie est forcément plus productive qu'une personne qui ne l'est pas. Et il faut savoir que généralement, en France, on aime les personnes qui ne sont pas épanouies parce que c'est des personnes qui sont là pour effectuer des missions sans forcément poser de questions, parce qu'il faut le faire, parce que c'est soi-disant important. Pour qui, on ne sait pas. Et puis après, quand on a bien fait son travail, on reçoit une bonne récompense, un salaire ou, voilà, ou un bon point. Mais je pense que le bon point, c'est à nous de nous le donner. Et je pense que si on veut faire de grandes choses, il faut aussi s'en donner les moyens. oui. Et il faut jouer long terme. C'est le plus important. Waouh, merci beaucoup Kevin, je trouve ton témoignage vraiment poignant, touchant et très fort. J'espère que ça fera un écho auprès de beaucoup de personnes parce que je pense que ça va toucher des jeunes, mais aussi des moins jeunes, aussi des dirigeants, des recruteurs parce que je pense qu'il y a les prémices aussi de certaines remises en question, de choses qu'on considère comme vraies, comme acquises. Donc merci beaucoup. Si tu as un dernier commentaire, une demande, quelque chose que tu souhaites dire, bah, je t'invite à le faire. Je vais parler d'un concept qui va pouvoir permettre aux gens qui nous écoutent de partir avec une clé extraordinaire qui a changé ma vie. C'est le concept d'impuissance apprise. L'impuissance apprise, c'est quoi? Pour imager très vulgairement, certains peuples, il y a très très longtemps, avaient compris que pour domestiquer un éléphant, ils l'attachaient à une corde, à un bébé, et puis ils répétaient ça tout au long de sa vie. Donc il attachait la corde à quelque chose au départ qui était plus lourd que l'éléphant, et puis à la fin, l'éléphant grandissant, il prenait la même corde, il prenait le même objet. Des fois, l'éléphant faisait 200, 300 fois le poids de l'objet, il pouvait le soulever facilement. Et parce qu'il avait la corde au pied, l'éléphant ne bougeait pas. Ça, c'est ce qu'on appelle le chemin de répétition inconscient. Quand on est face à quelque chose ou une personne qui nous répète constamment la même chose, ou une entreprise, ou un manager nous dit plusieurs fois tout le temps t'es comme ci, t'es comme ça, etc., c'est très complexe. Donc, en fait, cette impuissance, comment ça se passe? On est projeté dans un système de fonctionnement où on valide ce que les autres pensent de nous. Et en fait, la question, c'est que des cordes comme ça, on en a tous dans la tête. La vraie question, c'est combien on en a, quelles sont-elles? Et la meilleure question et la meilleure conclusion qu'on peut donner, c'est qu'il faudrait sortir de cette impuissance apprise et il faudrait que les gens se posent justement cette question de est-ce que quand je fais une action, c'est parce que c'est pour valider quelque chose socialement ou c'est parce que c'est pour valider un comportement que quelqu'un, parents, grands-parents, nous valide ou est-ce que c'est parce qu'on aime le faire? Quand on fait quelque chose, est-ce que c'est parce que il faut le faire parce qu'il faut le faire et puis de toute façon la vie c'est comme ça? Ou est-ce qu'on le fait parce qu'on est inspiré par cette chose? Et ça, c'est le plus important. Et sur ce concept d'impuissance acquise, on pourrait aussi par extension jouer sur celui de puissance acquise finalement par le biais des renforcements positifs. Tu connais certainement cette expérience qui a été faite sur des enfants où pendant 5 jours consécutifs, on les met à l'épreuve tous les jours sur un exercice de mathématiques pendant 15 minutes. Il y a 3 groupes. Le premier groupe est systématiquement valorisé, encensé, indifféremment des résultats. Le deuxième groupe est complètement rabroué, critiqué, humilié devant tous les autres élèves. Et le troisième groupe est tout bonnement ignoré. Et dans les résultats qu'on observe, parce qu'on a regardé quand même les résultats des élèves, ceux qui sont encouragés, valorisés systématiquement, ont une courbe qui est en ascension perpétuelle. Le groupe qui est rabroué en constance va surcompenser, donc ça grimpe, puis à un moment donné on voit la cassure qui est nette et ça s'écroule. Parce que à rabrouer, à répéter, comme tu dis, l'impuissance, tu n'y arrives pas, tu n'es pas bon, c'est pas bon, il y a une cassure. À quoi bon faire des efforts si je n'y arriverai jamais?
Et le troisième groupe, ignoré, est très bas dans la courbe. Les résultats sont très mauvais. Parce que l'ignorance, humainement, on ne peut pas. On est fait pour vivre en société, donc on a besoin aussi. Donc le rôle des managers, le rôle des parents aussi, le rôle des enseignants, le rôle des coachs, le rôle en fait de tout un chacun, parce qu'on a tous des personnes dans notre entourage pour valoriser autrui. Et finalement, notre rôle, comme tu l'as très bien dit, de nous-mêmes, le regard qu'on porte sur nous. Exact, c'est ça. Merci beaucoup. Voilà. C'est un témoignage qui aura, j'espère, un très très bel écho. J'espère qu'on pourra continuer ces échanges-là avec les personnes qui peuvent te contacter, donc sur LinkedIn essentiellement. Oui, c'est ça, effectivement. Sur LinkedIn essentiellement, de toute façon. Je suis plus que sur LinkedIn. Donc sur LinkedIn. Et puis après, pour les interventions en entreprise, sur la partie coaching ou formation, eh bien, n'hésitez pas à passer par Essence de Marque. On sera ravis de poursuivre ces échanges pour implémenter de la diversité, de la nouveauté, de la hauteur dans votre entreprise ou dans votre environnement.